Le trajet permet des révélations sur le clan des loups-garous. Suite de la lecture du prix de la survie, là on attaque le chapitre 14 du point de vue de Yévan. Bien que je ne m'attende pas à un roman de sa part, je ne pensais pas qu'elle me raccrocherait au nez de la sorte. Je pensais même que les choses s'étaient améliorées malgré ma démarche maladroite. Je remets le portable dans ma poche et je rejoins Alva et Marcus. « Alors, ils en sont où ?» me demande Marcus. « Ils sont arrivés au point de rencontre, à l'instant. Ils n'auront plus de nouvelles désormais. Ils sont en roue libre. »« J'espère que tout ira bien pour eux, » s'inquiète-t-il. « J'espère aussi. »« Pourquoi les avoir envoyés si vous n'êtes pas sûr de leur capacité ?» intervient Alva. « Je n'ai pas vraiment eu le choix, » lui dis-je. « Bon, allons-y. J'aimerais vite arriver chez les loups. » Nous montons dans le tout-terrain et entamons la route nous séparant du camp Alpha des loups. Ce camp vieux de plusieurs années se situe au cœur de la montagne de Povar, un peu plus au sud de notre position actuelle. Nous arrivons à faire environ 5 kilomètres avant que le chemin ne devienne impraticable en voiture. Nous décidons de laisser le véhicule et de continuer à pied. Les loups vivent à l'écart de la société, principalement sous leur forme animale, ce qui explique pourquoi il n'y a aucune route menant à eux. Ils ne se servent pas non plus des technologies électroniques. Le peu de fois où certains loups quittent leur cocon, c'est pour trouver de nouveaux géniteurs ou génitrices pour leur meute. D'après mes connaissances sur les loups, ceux-ci sont divisés en meutes selon leur famille d'origine à laquelle ils appartiennent. Quand un accouplement a lieu entre membres de différentes meutes, ce sont les femelles qui rejoignent la meute du mâle. Chacune des meutes possède un loup alpha, qui est choisi parmi les autres membres de la meute, pour les représenter, et qu'ils suivent alors sans broncher. Et en plus de cette hiérarchie entre mêmes familles, il existe une hiérarchie entre meutes. À la suite d'un combat acharné entre chaque alpha de chaque famille, le vainqueur est désigné comme l'alpha dominant des loups. Sa meute obtient alors le statut de meute dominante, la plaçant donc à un niveau supérieur, alpha compris. Chaque loup peut prétendre au titre d'alpha de sa tribu en défiant celui en place et en montrant sa supériorité. En revanche, pour qu'un nouvel alpha dominant soit désigné, il faut que tous les alphas de toutes les tribus soient unanimes pour demander une confrontation. Si ce n'est pas le cas, alors en cas de décès de l'alpha dominant actuel, le titre revient à son premier descendant mâle. Je fais part de ces nuances sur les règles des vies de loup à Alva et Marcus durant notre ascension vers le milieu de la montagne. Je suppose qu'ils connaissaient déjà la plupart de ces informations, mais ils n'ont pas pris la peine de m'interrompre. Et plus nous nous rapprochons du repère du clan dominant, plus je remarque la présence de loups cachés autour de nous pour nous surveiller. Ils restent à distance sans entreprendre de nous arrêter. D'après mes dernières investigations sur le clan que nous rejoignons, le mâle alpha est un loup blanc nommé Ernon. Je l'ai déjà rencontré il y a quelques années auparavant, quand le CSD m'avait envoyé à sa rencontre pour tenter de le faire adhérer, tenter de faire adhérer les loups à notre organisation. Pour tout le monde, leur participation aurait été un avantage certain, du fait de la position avantageuse de leur territoire, qui se situe entre les terres de l'Est et le nôtre. Le but de ces voyages est de savoir pourquoi des loups recrutent des jeunes pour le compte d'autres vampires, mais aussi d'avoir des informations sur les terres de l'autre côté de la montagne. Je dois savoir si la menace pèse sur tous les vampires ou seulement sur notre famille. Yévan ? Oui, Marcus ? Pourquoi penses-tu que les Mordrettes pourraient décider d'attaquer seulement le territoire des Ragnir ? Il s'est passé quelque chose entre vos deux familles ? Oh, ça on peut dire que oui, mais c'est une assez longue histoire. Bah tiens, ça tombe bien, on a encore du chemin avant d'arriver, me dit Marcus, le sourire aux lèvres. Ouais, c'est surtout que t'adores tout savoir, espèce de commère, ajoute Alba. Non, pas du tout, mais bégaye le lion,
moins fière de lui tout de suite. Non, mais je pense que ça pourrait être utile de connaître le contexte, comme tu veux. Alors, par où commencer? Les Mordred et les Ragnir ne s'entendent pas bien, pour ne pas dire qu'on se déteste, depuis longtemps maintenant. L'animosité de ce clan envers le nôtre a commencé quelques années après la fin de la Grande Guerre. Alors que nous tentions de tous nous en remettre, le motif n'a rien d'extraordinaire, même pour des vampires. Il s'agit simplement d'une histoire de tromperie et de jalousie. Anya était en couple avec l'un des fils Mordred, euh, Caïn, je crois, depuis la fin de la guerre, et ils vivaient tous les deux dans les terres du Sud, enfin dans la capitale des terres du Sud. Je connais pas la nature de leur relation, mais je savais qu'ils avaient tous les deux l'habitude de s'accorder des extras avec des humains, sans que cela ne soit une source de conflit entre eux. Mais un jour, le frère cadet de Caïn est venu lui rendre visite, afin de l'inviter au repas des clans de vampires qui se tenait chez lui cette année-là. Comme nous avions l'habitude de le faire chaque année, et on changeait de lieu chaque année. Donc, ce frère, donc le frère cadet de Caïn, qui s'appelle Brahim, a été accueilli par ma sœur, qui était présente. Et en bonne maîtresse de maison, elle lui a proposé d'attendre le retour de son frère. Bon, nous n'avons pas eu les détails de comment c'est arrivé, mais ils ont fini par coucher ensemble et surtout, ils ont décidé de garder le secret. Mais quelques jours après, tout le monde était réuni chez Brahim autour d'un banquet. À cette époque-là, déjà, les humains des terres du Sud n'étaient pas traités comme dans nos terres à nous, mais dans une volonté de respecter les règles qui ont été fixées, mes frères et moi n'avons pas fait de remarques. Et à la fin du repas, le troisième et dernier frère de la famille Mordred, Liamin, a apporté une bouteille de son cru personnel, comme il l'appelait. Il s'agissait d'une bouteille de sang de fée. Et comme vous vous en doutez, il s'agit d'une chose extrêmement rare et très très difficile à se procurer, compte tenu que les fées avaient déserté déjà leur territoire à eux. Ils nous ont répété plusieurs fois que cette bouteille avait plusieurs siècles et qu'ils en avaient trouvé en rangeant les effets personnels de leurs parents. Et pour comprendre la suite de l'histoire, il faut que vous sachiez que le sang des créatures des fées produit sur les vampires le même effet que l'alcool sur les humains. Oh, s'excite Marcus. Je vois ce qui va se passer. Bon, bah ça va alors, pas la peine que je continue. Je lui dis d'un air narquois. Si, vas-y, continue, je veux savoir. Bien. Pour faire court, Brahim avait raconté sa relation avec Anya Al-Yamin qui, jaloux de ses aînés, leur a fait boire du sang de fée pour qu'ils crachent le morceau et que la situation s'envenime. Et comme vous le pensez, nous n'étions pas au courant de cette histoire. Et nous nous sommes retrouvés au milieu de ça, avec les autres membres des clans, sans le vouloir. Bien sûr, personne n'était vraiment surpris de ces révélations concernant l'adultère de ma sœur. Mais après cela, nous avons écourté notre séjour et nous nous sommes rentrés chez nous avec l'interdiction formelle de franchir les frontières du Sud. Attends, mais demanda Alva. C'est donc de là que vient cette règle qu'aucun originel ne peut aller sur le territoire des autres? Oui, tout ça à cause de ma sœur. Mais pourquoi se venger des siècles plus tard? Ça n'a aucun sens, réfléchit Marcus. Bah, pour nous, immortels, le temps n'est pas vraiment important. Je pense qu'ils ont attendu que les choses se tassent pour pouvoir agir tranquillement. Il faut savoir que, par peur de représailles, nous avions doublé nos gardes aux frontières pendant des centaines d'années. Ok, imaginons, commence la panthère. Je vois pas pourquoi ils se mettraient dans des états pareils pour ta sœur. Bon, j'avoue qu'elle est très jolie, mais de là à déclarer une guerre pour se venger, c'est un peu poussé. Oh, ça se voit que tu ne connais pas les Mordred. Ils ont un ego surdimensionné et ils sont très très susceptibles. Ça ne m'étonnerait pas que toutes ces manigances viennent de cette histoire.
Après ce petit déballage d'anecdotes peu glorieuses, nous arrivons enfin au village des loups. Celui-ci est gardé par 3 loups sous forme humaine qui nous empêchent de poursuivre notre route. Ceux présents dans la forêt à nous suivre sortent enfin de leur cachette pour nous encercler. Je m'avance d'un pas pour me présenter et demande à rencontrer leur chef. C'est alors qu'un garçon aux cheveux bruns s'approche de nous. Il parle d'une voix grave et posée. Vous ne tombez pas au meilleur moment pour demander audience à notre chef étranger. Je vous prie d'excuser notre arrivée sans prévenir préalablement, mais il s'agit vraiment d'un cas exceptionnel. Cas exceptionnel ou pas, nul n'a le droit de s'aventurer dans ces montagnes. Vous avez de la chance qu'on ne vous ait pas tué tout de suite. Je perçois du coin de l'œil que Marcus pose sa main sur l'épaule d'Alba, comme pour la calmer. Nous ne sommes pas venus ici pour provoquer un conflit. Nous venons enquêter suite à des disparitions de jeunes animalus vivant plus bas dans la forêt. Des murmures traversent les loups qui nous entourent. En prêtant bien l'oreille, j'entends que certains de ces jeunes sont aussi sujets à des disparitions. Nous n'avons rien à voir avec ces disparitions, répond le garçon loup. Maintenant, partez. Oh, je n'ai jamais dit que vous étiez responsable. Je fais un pas de plus dans sa direction quand des loups d'un mètre. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai perdu ma ligne. Quand des loups, voilà ça. J'avais sauté une ligne. J'allais dire quand des loups d'un dehors, il n'a pas fallu plus. Tu vois, je dis mais c'est n'importe quoi. Donc du coup, je reprends. Je fais un pas de plus dans sa direction quand des loups d'un mètre 50 de long se placent entre lui et moi. C'est mieux. Toute canine dehors. Il n'en a pas fallu plus à Alva pour qu'elle aussi se transforme et se place également devant moi pour me protéger. Cela m'étonne de sa part, mais comme me l'avait dit Marcus, c'est une jeune femme fiable et loyale. Les deux parties restent immobiles, à grogner pour intimider l'autre, quand une voix rectifie la situation. Ça suffit maintenant. Est-ce que c'est comme ça que vous accueillez de vieilles connaissances? Un homme sort alors de l'ombre pour venir à notre rencontre. Il possède des cheveux blancs cendrés, coiffés en queue de cheval basse, portés sur le côté. Je ne le reconnais pas bien, alors qu'il nous a présentés comme de vieilles connaissances. Il sent que j'hésite sur son identité. Yevan Ragnir. Oh, je suppose que tu ne dois pas te souvenir de moi. La dernière fois que l'on s'est vu, j'étais un jeune louveteau. Je suis Ernon Junior, fils du chef du clan dominant. Des images d'un jeune enfant qui apprenait à peine à marcher et qui titubait entre les maisons me reviennent en tête. Si c'est vraiment lui, il doit être pas loin des 50 ans maintenant, bien qu'il n'en apparaisse que 30. Il mesure la même taille que Marcus, en étant moins développé musculairement. Il dégage néanmoins une prestance digne d'un chef de meute. Veuillez pardonner le comportement de mes congénères, s'excuse-t-il. Nous avons rarement de la visite. Suivez-moi, je vous prie. Les autres loups baissent la tête et s'écartent du passage. Alva reprend sa forme que nous connaissons le mieux, se rhabille et nous emboîte le pas en gardant un œil sur eux, qui nous scrutent de loin. Notamment le brun de tout à l'heure, qui nous lance des regards plus froids que les plaines de Vaxvala. Ernon Junior nous conduit dans une hutte en peau de bison, au centre du village. Installez-vous, je vous prie, commence Ernon Junior. Alors, dites-moi qu'est-ce qui vous amène aussi loin dans nos terres en compagnie de 2 animalus? Marcus et moi nous asseyons côte à côte face à notre hôte. Alva reste debout, en retrait. Je m'excuse sincèrement de cette visite impromptue, mais nous voudrions une audience avec votre chef, ton père. Je crains que cela ne soit compliqué. Il s'arrête quelques secondes. Mon père est mourant. Son grand âge a fini par le rattraper. Nous supposons qu'il ne lui reste que quelques jours encore parmi nous, dans le plus optimiste des scénarios. Oh! Cette annonce nous laisse sans voix. En y repensant, il est vrai que, lors de ma dernière visite, il avait déjà un âge avancé. J'oublie parfois que les autres races, même si elles vivent plus longtemps que les humains, ne sont pas immortelles. Je me perds en paroles de politesse et en excuses. Je suis vraiment désolé. Je comprends parfaitement que nous tombions mal. Que voulez-vous à mon père exactement? Questionne-t-il simplement. Nous enquêtons sur des disparitions de jeunes animalus qui habitent sur le versant de la montagne. D'après les témoignages, des loups
serait venu les voir avant que cela ne se produise. Je mets énormément de retenue sur cette dernière phrase, ne voulant pas que mes propos soient mal interprétés. Les loups sont connus pour avoir un caractère impulsif et ne supportent pas bien la critique. Nous nous préparons à une vive réaction de sa part, mais il n'en est rien. Il reste calme en fixant le sol. Je vois, dit-il d'une voix faible. Il n'y a donc pas que nous. Mes soupçons de tout à l'heure se confirment donc. Pour la première fois depuis notre arrivée, Marcus s'exprime. Vous voulez dire que des loups aussi ont disparu? Je ne dirais pas qu'ils ont disparu, comme nous savons où ils sont. Mais de jeunes loups se sont fait influencer par d'autres loups d'une meute extérieure à notre regroupement, qui est apparu sur nos terres il y a quelques années. Il nous prie de nous installer confortablement et entame son récit de l'arrivée de cette meute jusqu'à nos jours. Et voilà pour la dernière partie du chapitre 14. Donc, il s'avère que, en fait, les loups de Povard ne sont pas à l'origine du recrutement. Et il y aurait apparemment d'autres loups qui se seraient installés dans les montagnes. Réponse dans les prochains chapitres.